La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 25 septembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui pause équinoxiale à Wall Street. Et oui, c'est apparemment l'heure de la pause pour les marchés actions américains qui tournaient à plein régime depuis le mois d'avril dernier. Mais on sait bien que l'eau ne dort jamais très longtemps à Wall Street et les stats macro de la fin de semaine couplées à une grosse série de commentaires de banquiers centraux devraient animer la seconde partie de la journée des deux côtés de l'Atlantique aujourd'hui. La bourse américaine a donc baissé 2 fois d'affilée au milieu d'un océan de hausse, et comme il n'y a pas grand chose à dire en ce moment, eh bien cette double baisse alimente la thématique de la bulle et de la surchauffe des marchés actions américains. Bon allez, c'est de bonne guerre, même s'il faut relativiser un petit peu les choses, puisque sur un mois, c'est la 3e fois qu'une double baisse se produit, et il faut aussi rappeler que les indices de Wall Street sont à 1% des records qui ont été touchés mardi. Du côté de l'Europe, c'est un petit peu l'électroencéphalogramme plat, les indices sont à nouveau embourbés à cause de la zizanie politico-fiscale française, des doutes sur l'issue du conflit en Ukraine, d'une croissance molle et d'une sorte de sentiment diffus de déclassement. Le moteur principal de la performance du vieux continent en 2025 a l'air un petit peu cassé, puisque ce sont les valeurs financières qui avaient tout tiré vers le haut, les valeurs financières qui gagnent 34% en 2025, mais qui ont fait machine arrière au mois de septembre, du coup ça n'aide pas beaucoup. En effet, dans le même temps, les investisseurs délaissent toujours les secteurs défensifs surreprésentés sur le vieux continent. On a par exemple la santé qui est à moins 2% sur un mois et qui est tricarde à cause des menaces de Donald Trump sur le médicament. On a aussi la consommation de base qui perd 4% depuis un mois et qui ne fait vibrer personne face aux promesses de l'IA. On a aussi l'immobilier coté qui inquiète, l'immobilier qui perd 4% sur un mois même si les taux européens sont faibles. Bref, c'est pas la joie, ce qui n'empêche quand même pas le Stoxx Europe 600 d'afficher 9% de hausse depuis le 1er janvier. Ça reste mieux que de placer ses sous sur un compte sur livret ou sous son matelas. Les marchés qui semblent même en passe d'éviter la malédiction du mois de septembre, le pire mois boursier de l'année et de loin sur les 120 dernières années selon l'économiste américain Ed Yardeni et la papesse de l'investissement savoyard Mamie Lucette. À la différence près que la seconde a des données bien plus fiables que le premier sous prétexte qu'elle se souvient de la crise de 1929 et qu'elle conserve pieusement ses exemplaires des cours de la banque et de la bourse et de la cote défaussée depuis le début du siècle dernier. L'agenda macro, il est particulièrement dense aujourd'hui, j'en parlais aux États-Unis, avec des indicateurs de production, de consommation et d'emploi. Il sera accompagné d'ailleurs de nombreux commentaires de banquiers centraux de la Fed, dont des voix influentes comme John Williams et Michelle Bowman. Alors je ne sais pas trop ce qu'il se passe aux États-Unis à cette période de l'année, mais la charnière entre l'été et l'automne est traditionnellement propice aux événements où le banquier central est un élément capital pour que la Fed soit un succès. Petite nouveauté quand même cette année, la traditionnelle segmentation entre les faucons, c'est-à-dire les partisans un peu tristes d'une politique monétaire orthodoxe, et les colombes, c'est-à-dire ceux qui sont un peu naïfs et favorables à une politique monétaire plus complaisante, est remplacée par 2 clans. D'un côté, ceux qui font en sorte de ne pas déplaire à Donald Trump, voire qui briguent carrément le poste de Jérôme Powell, et de l'autre, ceux qui continuent à conduire leur mandat comme avant. Bon alors ok, c'est un petit peu caricatural, mais certains changements de comportement récents interpellent quand même. Allez, on passe à autre chose. Même quand on en parle moins, les droits de douane ne sont jamais loin. Les États-Unis ont, comme prévu, abaissé à 15% les surtaxes sur les importations d'automobiles en provenance de l'UE avec un effet rétroactif au 1er août. Alors en fait, d'abaissement, c'est un relèvement par rapport à la situation antérieure, il faut quand même le rappeler, mais il ne faut pas oublier que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et du côté de l'administration Trump, eh bien, on en a profité pour annoncer l'ouverture de nouvelles enquêtes sur les importations de robots, de machines industrielles et d'appareils médicaux. Alors a priori, ça concerne le monde entier, mais ce sont quand même des dispositifs qui sont généralement produits par les principaux partenaires commerciaux des États-Unis comme l'Allemagne, la Corée du Sud ou la Chine. Côté Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont plutôt contrastés une fois encore, la Chine reste portée par son secteur technologique, même si la dynamique a tendance à s'essouffler un petit peu. Le Japon et l'Australie gagnent un petit peu de terrain ce matin. La baisse l'emporte en revanche du côté de l'Inde et de la Corée, même si les replis sont de l'ordre de 0,2-0,3% durant la séance, et ça recule de 0,6% du côté de Taïwan. Les indicateurs européens, eux, ils sont hésitants, mais ils pourraient trouver un petit peu de réconfort dans les futurs US qui évoluent désormais dans le vert. L'actualité des sociétés est relativement dense ce matin en France. On a appris hier que Sanofi a été condamné à verser plus de 150 millions d'euros à l'assurance maladie pour des pratiques anticoncurrentielles autour des génériques de son anticoagulant vedette Plavix. Total Energy a confirmé un retour à l'actionnaire de moins 40% du cash flow et a lancé comme prévu une ligne de cotation d'actions
actions ordinaires à New York pour remplacer ses ADR. L'Oréal a nommé David Greenberg au poste nouvellement créé de président de L'Oréal USA. C'est Alexis Perakis-Valat qui va devenir directeur général de la division. Le projet d'avion de combat franco-germano-espagnol SCAF risque de ne pas surmonter la mésentente entre Dassault Aviation et Airbus. En tout cas, c'est ce qui se murmure de plus en plus. BNP Paribas renonce à son engagement de ne pas financer des armes controversées. Bureau Veritas a réalisé une émission obligataire 2033 de 700 millions d'euros à 3,375%. Eiffage va réhabiliter plus de 600 logements à Rouen pour 40,8 millions d'euros. GTT a reçu une nouvelle commande de Samsung Heavy Industries pour les réservoirs de 2 méthaniers. Sopra Steria négocie le rachat de Neocase, un spécialiste des logiciels de ressources humaines. Valeo a remporté un beau contrat pour un système de climatisation avec un grand constructeur automobile chinois. ExxonMobil a enfin signé l'accord de cession d'Esso à North Atlantic France pour un montant qui dépendra de l'évaluation des stocks du raffineur pétrolier. Côté résultats, on a pas mal de chiffres en France, notamment Quadient qui n'atteindra pas ses objectifs 2025, Trigano dont les revenus se sont repliés de 6,8% sur l'exercice qui vient de s'achever, ou Beneteau qui pense redresser la tête et atteindre un résultat opérationnel courant autour de l'équilibre cette année. Par ailleurs, Vranken Pommery Monopole va céder Itzig à Lançon BCC, Bastide finalise la cession de Baywater Healthcare à Sapio, et on a aussi des actus du côté de One Experience, de Smayo, de Vernier ou encore de Serinov. Le reste de l'agenda des publications de Midcap est bien rempli: Synergie, Gerbet, Infotel, Nextedia, Calray, Eurobio, Reworld, Intrasense, Latécoère, CrossJet ou encore Gaumont. Dans le reste de l'Europe, les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 5,3% dans l'UE en août selon l'ACEA. Août est le mois dynamique de l'année au niveau commercial. Theon International a décroché un contrat de 50 millions d'euros avec Locar pour livrer un système Iris-C de vision thermique à l'Allemagne et à la Belgique. Eni a cédé une part de 30% à Vitol dans son projet Baleine en Côte d'Ivoire. Schindler investit dans une nouvelle usine au Tessin. Swiss Prime Site émet 500 millions d'euros d'obligations 6 ans à 3,125%. Fagron conclut un accord pour l'achat d'une pharmacie de préparation de médicaments axée sur les patients aux États-Unis, et Canal+ lance un petit programme de rachat d'actions. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, on a H&M et LPP. En Amérique du Nord, Intel chercherait à attirer Apple dans son capital selon Bloomberg. Apple qui a demandé à l'UE de supprimer certaines règles de protection des données des consommateurs au motif qu'elles sont contre-productives pour la vie privée et l'innovation. Oracle a émis 18 milliards de dollars d'obligations. Freeport-McMoRan a déclaré un cas de force majeure sur les appros contractuels de sa mine de cuivre de Grasberg en Indonésie. Ça a entraîné une nouvelle tension sur les cours du métal industriel. Par ailleurs, Instagram, la filiale de Meta, franchit la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels selon Mark Zuckerberg. Microsoft a introduit les modèles d'IA d'Anthropic dans ses outils professionnels pour se diversifier au-delà d'OpenAI. Citigroup a vendu une part de 25% dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo, et Dupont a fixé au 22 octobre la date de scission de sa division Qnity Electronics. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a Costco, Accenture et Jabil. Ailleurs dans le monde, BYD dépasse la part de marché Tesla dans l'UE en août. ComputerShare annonce la vente de ses activités de services hypothécaires au Royaume-Uni, et Macquarie s'engage à indemniser les Australiens ayant investi dans le Shield Master Fund après une intervention réglementaire. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.